على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Il nous reste deux séances de 40-45 minutes. Alors je viens de discuter avec quelques frères sur l'opportunité de faire une séance spéciale pour la correction, et en même temps il y aura des questions-réponses, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions à poser. Alors je propose la séance, que ce soit comme d'habitude le vendredi après-midi vers 19h par exemple. Ce sera 1 heure, au maximum 1h30. Et en même temps, on va donc on va faire la correction, et il y aura l'occasion de faire des questions-réponses. Pour ne pas gâcher les 2 petites séances qui restent, parce que le programme est chargé, et le nombre d'heures, vraiment, il est très limité. Et pour l'examen final, juste après la correction, c'est-à-dire à la fin de la semaine, la nuit du vendredi-samedi, vous aurez la question de l'examen final, vous aurez le week-end pour le faire, Inch'Allah. Donc après la correction. Et après les questions, vous aurez donc l'occasion de réécouter pendant la semaine, les 5 jours de la semaine, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui étaient floues, qui méritent d'être révisées, tout ça. On aura 1 heure et demie, Inch'Allah, et ça sera au local. Donc vous pouvez faire la connaissance du local par l'occasion, ceux qui ne le connaissent pas. Vous serez le bienvenu, Inch'Allah. Alors, si par hasard ce rendez-vous ne vous convient pas, vous discutez avec les responsables de l'association. Vous avez le président Xavier, vous avez la secrétaire générale Samira. Vous pouvez discuter et donc fixer un rendez-vous qui convient à tout le monde, si le rendez-vous que j'ai proposé n'est pas convenable. Alors, pour qu'on puisse conserver ces 2 séances pour notre cours. Alors, pour en finir avec le chiisme, il faut quand même comprendre cet héritage safawi, qui, on l'a vu, c'est un héritage en fait bouaïte. Dans quelle mesure peut-il être un soubassement idéologique pour un projet politique d'ambition pan-islamique, d'envergure pan-islamique? Parce que le projet dont on a trouvé la première trace dans un écrit de Ruhollah al-Moussawi, connu sous le nom de Khomeini, parce que lui, Khomeini, c'est-à-dire le nom de sa ville, Khomein, hein, mais son nom c'est Ruhollah al-Moussawi, plutôt Ruhollah al-Mustafawi, plus précisément. Moussawi, c'est l'appellation un peu religieuse, c'est de la famille de Moussa al-Kadhim. Mais Ruhollah al-Mustafawi, c'est son nom, vrai nom de famille. Alors, ce dignitaire religieux imamite chiite contemporain, peu de gens savent que réellement il n'est ni iranien ni chiite. C'est ce qui a été une découverte très tardive. Mais il a pu faire son coup, comme on dit. Sa famille, c'est une famille de Cachemire, c'était une famille sikh. Ce ne sont pas du tout musulmans. Il a des cousins sikhs jusqu'à maintenant, en Inde, dans le Cachemire indien. Donc, son grand-père a voyagé en Iran, quand le Cachemire est tombé entre les mains des Anglais. Et son père, qui était né à Khomein, près d'Isfahan, en Iran, c'est son père qui est devenu, comme tout le monde qui était là-bas, chiite imamite. Son grand-père déjà ne l'était pas. Son père, Mustafa, lui, qui était né là, en Iran, et il avait un frère aîné, il avait un frère aîné qui a conservé l'ancien nom de famille, qui n'était pas Mustafawi, qui était Passandide. Il était appelé jusqu'à la fin de ses jours Ayatollah Passandide. Il était le frère aîné de Ruhollah. Il a vécu plus que son frère. Et
Donc ça c'est connu à Qom. Et il fallait demeurer quelque temps là-bas pour connaître tout ça. Donc, ça c'est connu à l'intérieur du milieu du clergé chiite, qui était depuis le départ méfiant, très très méfiant à l'envers de Ruhollah Moussaoui. Il a été même accusé d'être une taupe, mais on ne sait pas de qui. Il a été traité de quelqu'un d'impur, à telle sorte que quand il boit dans un verre, lui ou bien son fils, on a une fatwa de devoir laver ce verre-là avant de boire dans ce verre-là. Donc, c'est ça sa réputation, jusqu'à ce qu'il a pu fonder le régime actuel. Donc, dans le clergé chiite, il était au départ très, très, très mis à l'écart. Et ce n'est que en faisant des disciples par l'intermédiaire du soufisme. Parce que lui, il a trouvé un mentor soufi qui s'appelait Ayatollah Qadi, qui était un soufi. Et le soufisme, ce n'est pas l'imamisme du tout. C'est une autre voie plutôt philosophique. C'est plutôt quelque chose de philosophique. Et il enseignait le livre de quelqu'un qui est connu, il était sunnite, Muhyiddin ibn Arabi. Donc, lui aussi, Ruhollah al-Moussaoui, allait enseigner ce livre-là. Et le livre qui nous fait découvrir sa doctrine, sa vraie doctrine, Ruhollah al-Moussaoui, celui-là, qui a fondé la République islamique actuelle, le livre qui nous fait découvrir sa doctrine, c'est Anwar al-Wilaya fi khilafati wal-Wilaya. Anwar al-Hidayah fi khilafati wal-Wilaya. Ce petit livre-là, que j'ai pu enseigner 2 années universitaires de suite, lorsque j'étais enseignant de philosophie dans l'université Azad de libanaise, dans la section qui se trouve à Damas, j'ai enseigné ce livre pendant 2 ans. Donc je sais ce que je dis. Et je peux argumenter ça ligne par ligne, de ce livre même. Il s'appelle Anwar al-Hidayah fi al-Khilafati wal-Wilaya. Là, on peut comprendre sa doctrine. Il n'est ni chiite, ni rien du tout. C'est un soufi. De la doctrine de Muhyiddin ibn Arabi, Akbari. Ça s'appelle As-Soufi al-Akbari, parce que Muhyiddin ibn Arabi, lui, il est nommé Cheikh al-Akbar. Alors, à travers cette couverture, entre guillemets, c'est pas une couverture, il s'est réellement converti au soufisme, lui. Il était devenu un soufi. À travers ce soufisme, lui, il va trouver un grand nombre de mourides. C'est même pas des simples élèves, c'est des mourides. Mouride, c'est un disciple fidèle. Il avait une classe d'1 millier de fidèles à Qom. Et pendant 50 ans de sa vie, il n'a pas prononcé un mot de politique. Avec toute l'histoire tumultueuse de l'Iran, turbulente, cette histoire turbulente, avec les révolutions et contre-révolutions qui s'étaient passées. Et lui, il était bien là, il était enseignant et tout ça. Par exemple, la révolution de Mossadegh en 1953, la contre-révolution et le retour de Shah par la suite, tout ça, il était là, il n'a prononcé pas un mot. Pourquoi? Parce qu'il travaillait un projet à long terme et ce n'était pas encore mûr. Il était en train de constituer le noyau d'un projet qu'il voulait pan-islamiste. Et ce projet-là, la trace qu'on trouve de ce projet, c'est un écrit de 1941. Un bazari, c'est-à-dire un grand commerçant, est venu une fois pour lui donner le 5e, c'est rituellement, on doit payer ça pour le représentant du Mahdi, parce que lui, il se fait passer pour un chiite, imamite, il reçoit aussi le khums. Donc, c'est pour cela qu'avec ça qu'il pouvait financer les cours et donner des bourses à ses étudiants et tout ça. Donc, un bazali, un grand richard, il est venu une fois, avec son registre d'or, il lui a demandé, moi, chaque fois que je m'acquitte de mon khums,
mon cinquième, je sollicite un petit mot pour la baraka. Écrivez-moi un petit mot dans mon registre. Et il y avait là tous les dignitaires qui ont déjà signé, tout ça. Bon, il n'a pas voulu refuser, mais entre-temps, il a voulu faire un coup de... c'est-à-dire quelque chose qui va rester. Il a écrit une page dans laquelle il a il a prêché la constitution d'une république islamique et pas un mot du chiisme. En 1941. Et c'était resté dans le registre de ce bazari-là. Maintenant, je crois qu'ils l'ont mis dans un musée. Je crois. Je ne suis pas sûr, mais de toute façon, il y a 20 ans, j'ai entendu parler de ça, qu'ils vont le mettre dans un musée. Il y a une discussion à propos de ça, mais c'est une trace qui reste. Donc ça montre que le projet est très vieux, ça date du 41, et que lui, il préparait ses disciples pour ce projet-là, et il avait des grands disciples. Ceux qui ont fait par la suite la révolution, dite la révolution islamique de 1979. Entre-temps, ils ont eu un essai qui n'a pas pris en 1962, à la suite duquel il a été exclu de l'Iran. Khomeini. En 1962, c'était une révolution qui n'a pas abouti. Et par la suite, ils ont rectifié leur stratégie, ils ont infiltré l'armée suffisamment pour la neutraliser lorsqu'ils vont faire la révolution de 79. Et c'était bien fait parce que, voilà, c'est réussi, l'armée était bizarrement neutre, et il avait donc le reste entre les mains, et c'était passé d'une façon très fluide et très, mais avec l'agrément à cette époque-là assez incompris des Américains. C'est-à-dire qu'il n'était pas plus facile que d'abattre le bateau qui le transportait de Neuf, le château de sa résidence d'ici vers l'Iran en 79. C'était très simple. Si les Américains le voulaient, ils auraient pu l'abattre, l'avion. Mais ils ne l'ont pas fait. Ensuite, il était une cible facile lorsqu'il était arrivé là-bas. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont jugé que dans leur stratégie, qu'ils ont commencé déjà depuis plusieurs temps, la stratégie, ce qu'on appelle la guerre froide, le clergé chiite, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas d'un clergé chiite qui va commander. C'est un projet pan-islamiste. Ils n'avaient pas compris, les Américains. Et par la suite, bon, bien sûr, ils vont se rendre compte de ça, ils vont faire un coup d'État à l'intérieur de l'Iran pour ramener les nationalistes, les chiites au pouvoir. Et depuis 1989, depuis la mort de Khomeini, ce sont les chiites traditionnels qui gouvernent. Mais à cet instant-là, ça faisait partie de la guerre froide. Voilà, on va compter sur les musulmans en Iran, comme on a compté sur les musulmans en Afghanistan, et voilà, on va détruire l'Empire soviétique. Et parce que déjà, l'invasion soviétique se préparait, ce n'était pas encore fait de l'Afghanistan, parce que c'était en mois de décembre, quelques mois après qu'elle va se faire. Mais elle se préparait déjà, parce que le régime qui était en place, c'était un régime qui était marxiste, qui sollicitait leur intervention, et il avait hésité pendant une année. Et donc, ce sont des enjeux politiques qui ont amené les Américains à quelque peu laisser cette révolution réussir facilement, plus ou moins facilement, bien sûr, parce que quand même les royalistes de l'intérieur, les fidèles du dernier Shah ont résisté, il y a eu quelques résistances, il y a eu des morts, il y a eu des massacres, il y a eu beaucoup de morts, mais ça aurait pu être le démantèlement de tous les rangs, et ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus grave si les Américains ont dit non, ça ne doit pas passer. Et donc ça a passé. Ce projet pan-islamiste va-t-il résister? Pas du tout. Pourquoi? Parce que les Iraniens, eux,
avait entre-temps découvert la supercherie. Ce vieux Khomeini-là qu'ils ont amené et installé au pouvoir, il avait des visées beaucoup plus grandes que leur projet de restauration de l'Empire, qui était limité, pour eux, ça doit être limité à la zone d'existence, à la zone de domination chiite. C'est-à-dire, pour eux, ils prennent la partie utile de l'Irak, là où il y a le pétrole, le sud, et les chiites aussi. Et ils vont prendre à la limite une partie de l'Afghanistan, une partie du Pakistan, pas plus que ça. Pour eux, dans le temps, c'est-à-dire les décennies à venir, c'est pas plus ambitieux que ça. C'est la restauration de l'ancien empire sassanide. C'était pas plus vaste que ça. Alors que Khomeini, lui, était un pan-islamiste. Il avait un projet mondial. Et ce projet-là repose sur une élimination systématique et progressive de l'hégémonie du clergé chiite. Et il a commencé à faire ça pendant la décennie qu'il a commandé le pays. Mais bien sûr, il a été farouchement stoppé. Par exemple, il a voulu mettre fin aux cérémonies d'autoflagellation et des processions d'Ashura. Alors, la réponse c'était que les grandes références qui généralement ne faisaient jamais ça, parce qu'ils croyaient, comme dans le témoignage que j'ai distribué d'Ali Shariati, ils croyaient que ce n'est pas quelque chose qui faisait partie du patrimoine réel chiite, mais c'était importé de l'extérieur. Ils ne faisaient jamais ça. Mais par pique, pour s'opposer à la décision de Khomeini, une grande référence qui s'appelle Shirazi est venu lui-même et s'est blessé la tête et s'est fait photographier pour manifester son opposition. Et c'est là que tout le monde a compris que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas au plus haut niveau là. Il y a une dichotomie, il y a une division, il y a deux projets, il n'y a pas un seul. Bon, la guerre avec l'Irak aussi a consommé la grande majorité des fidèles de Khomeini, parce qu'il était le plus fidèle, donc il allait aux premières lignes de front, donc il mourait plus facilement. Et aussi les autres étaient plus rusés, il les poussait à aller dans les premières lignes de front, comme ils le font d'ailleurs. Ce qui en reste du projet communiste, maintenant, ils sont en train d'être liquidés dans les guerres. Chaque jour, j'entends des noms que je connais qui sont liquidés. Et c'est le projet nationaliste qui fait ça, maintenant. Donc, on est en train de liquider ce qui reste du projet communiste. Et pour la suite, non pas pour laisser la région, mais pour avoir leur projet de restauration sassanide. Donc, on a supporté Khomeini une dizaine d'années jusqu'à ce qu'il a été décédé. Alors, on dit même qu'il a été mal soigné, entre guillemets, hein, c'est-à-dire l'année où il fallait être bien soigné, on l'a un peu laissé jusqu'à ce qu'il a été gagné par un cancer qu'il a emporté en 2 mois. Alors, c'est une question qui se pose, est-ce que ça peut emporter quelqu'un en 2 mois? Mais de toute façon, il y a des gens, hein, des mauvaises langues, il y en a toujours, qui disent qu'il a été suicidé, il a été tué, il a été assassiné. Mais de toute façon, il est très âgé. Hein. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on a pu le supporter pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il meure. Et voilà, ils ont hérité ce qu'il a fait. La première chose, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre les anciens liens avec les milieux les plus conservateurs du pays. Entre guillemets, il y a une organisation secrète qui s'appelle l'organisation Mahdawiya, qui a tué plusieurs dignitaires très proches de Khomeini, dont Murtada Motahari, le plus grand dignitaire à la fois religieux et philosophique
des disciples de Khomeini. Murtada Motahari était assassiné par ce groupe. Ce groupe-là, c'est un groupe attentiste et était contre le projet panislamiste de Khomeini. Et ce groupe est encore actif. Et de temps en temps, il assassine des gens bien ciblés. Donc, est-ce qu'il coordine ses actions avec les milieux conservateurs officiels ou non? Ça, on ne peut jamais le prouver. Mais de l'extérieur, on a tendance à voir que voilà, ils peuvent avoir une coordination entre les deux. C'est-à-dire le projet nationaliste a besoin d'un bras religieux fanatique pour liquider ses opposants. Donc, de toute façon, s'il n'y a pas une harmonisation, c'est-à-dire en connaissance de cause, ça existe une alliance de fait. De toute façon, ce qui existe maintenant, pour bien le comprendre, c'est un projet nationaliste qui n'a rien à voir avec la propagation du chiisme, mais en même temps, il se base sur une instrumentalisation terrible du chiisme. Comment se fait l'instrumentalisation? C'est le même mode opératoire des assassins. C'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui par parler des assassins. On endoctrine les gens pour qu'ils soient prêts à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que ce projet n'a pas toujours les moyens d'avoir toujours un rapport de force favorable, un rapport de force matériel favorable. Et comment alors basculer le rapport de force de son côté quand on est minoritaire et plus faible? Il n'y a pas plus efficace que l'arme des hachachim, de l'arme des hommes suicides. Et c'est comme ça qu'ils ont pu imposer leur loi au Liban. Le Hezbollah était depuis le départ connu pour ça. Maintenant, on a tendance, avec l'apparition de Daesh, on a tendance à oublier tout ça. Et on a tendance à voir en ces pauvres ignorants de Daesh les diables les plus grands diables de l'histoire, alors qu'ils sont les plus crétins. Parce que ils filment les actions qu'ils font et les mettent sur Internet pour attirer l'affront de toutes les puissances du monde. Un homme malin ne fait jamais ça. Alors que, lors de la création de la République islamique en Iran en 1979, on coupait des têtes, on exécutait jusqu'à date récente les gens dans les places publiques, et le spectacle le plus désiré, le plus populaire, c'est le spectacle de la pendaison publique. La dernière fois, il y avait le grand stade de Téhéran, c'était en 1993, lorsqu'on a voulu exécuter quelqu'un qui était présumé un assassin en série. Il a assassiné une dizaine de personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils ont fait une pendaison publique au grand stade de Téhéran. 100 000 spectateurs. Et comment ça se fait, les pendaisons? Avec une grue. Ah oui, ils pendent les gens avec une grue. Et il attache son pouce avec une grue, il le soulève comme ça. C'est-à-dire, on le torture. C'est pas d'un seul coup, il tombe, non. C'est vraiment une torture. Et c'est un spectacle. Jusqu'à date récente, c'était publié. Par la suite, ils se sont rendus compte que c'est pas bien pour l'image. Surtout lorsqu'ils ont vu que, tout au début de l'Internet, ils ont arrêté ça tout au début de l'Internet. Mais jusqu'à maintenant, on pourrait trouver des anciennes images d'une pendaison publique. Les têtes coupées, il y en a eu des milliers. Parce qu'au début, on exécutait les gens en leur coupant les têtes aussi. Mais par la suite, ils ont dit que voilà, ça peut être photographié, c'est pas bien. Alors, ce que faisaient en secret ces gens-là, les Daesh, eux, ils le font en public, et pas seulement en public, ils mettent ça sur Internet. C'est ça la seule différence. C'est la seule différence. Pour les attentats suicides, c'est le même mode opératoire. Même la tahiyya, on va voir ça maintenant. Alors, c'est nouveau,
entre guillemets, terroristes sunnites, ils vont emprunter la taqiyya du chiisme aussi. Parce que, bon, là, on va entrer dans un sujet qui n'est pas de l'étude académique, ça pourrait être un autre aspect des choses, qui est un aspect plutôt sécuritaire. Ce n'est pas notre spécialité et on ne va pas le faire maintenant, mais ceux qui veulent suivre cette piste, y a-t-il réellement des liens organiques entre les deux tendances? Ça, c'est un sujet vraiment à voir de près. Ce n'est pas notre boulot de faire ça. Mais pour le moment, on dit que vraiment là, les deux modes opératoires sont identiques, quoi. Donc, pour finir avec le projet dit chiite contemporain, c'est un projet plutôt national. Le chiisme est instrumentalisé, il est utilisé comme un moyen de mobilisation le plus efficace de toute l'histoire, c'est-à-dire lancer des milliers de gens à la mort en leur faisant croire qu'ils vont au paradis. Et en plus, le chiisme a été instrumentalisé pour avoir toujours de nouvelles recrues aussi. Pourquoi? Parce que du coup, la jurisprudence chiite qui a évolué après l'intervention de Mohammed bin Hassan al-Tusi, elle a été complètement déviée de la jurisprudence médinoise, basée sur la tradition médinoise. Et c'est basé sur les citations unitaires. Et parmi ces citations unitaires, on trouve toutes sortes de turpitudes. Et de là, on a obtenu une jurisprudence très libérale concernant les relations entre hommes et femmes, ce qui arrangeait beaucoup l'affaire de prédication parmi les jeunes. Et en plus, et ça c'est ce qui est le plus dangereux, ils réussissent là où ils vont, leurs prédicateurs. Chaque prédicateur réussit à réunir un réseau de femmes divorcées et transformer chaque groupe de femmes divorcées en un réseau de proxénétisme, en légitimant ce qu'on appelle al-muta, une femme divorcée qui n'a plus de besoin d'avoir un tuteur pour faire un mariage, c'est la proie facile. On lui faut comprendre qu'elle peut changer de mari tous les 2 mois. Et donc il y a eu des réseaux partout, bien organisés, avec des files d'attente, et tout ça, tout est organisé. Il y a des instituts maintenant en Irak qui ont été importés d'Iran. L'autre fois, c'était un scandale, parce que c'est un ministre qui a dit ça au Parlement. Il a dit, on a importé Bounyad Kauthar, qui fait ça officiellement en Iran. Ils ont importé une branche en Irak pour organiser ça. Ce qui est vraiment terrible, c'est pas ça, parce que, bon, avoir chaque 2 mois un nouveau mari, ça pourrait être, entre guillemets, une vie pour une femme divorcée. Mais ce qui n'est pas concevable, ce qui est interdit par toutes les religions du monde, c'est d'avoir plusieurs maris par jour. Ce qui est permis dans leur législation, dans leur jurisprudence, pour les femmes en ménopause. Une femme qui a atteint la ménopause, pour eux, elle peut avoir plusieurs maris par jour. Qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs maris par jour? Je ne peux pas dire des mots, des gros mots, mais vous pouvez deviner vous-même ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre la main sur le côté féminin, fragile, des musulmans hors du contrôle parental, notamment dans les pays européens. Parce que ces femmes-là, fragilisées et condamnées à une sorte d'esclavage, elles vont servir par la suite pour le recrutement d'autres hommes. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir une élancée terrible avec l'instrumentalisation du chiisme. Ils ne sont pas des vrais chiites. Et nos femmes qui refusent de faire ça, on lui dit, mais toi, tu ne crois pas à Ahl Bayt, toi. Tu ne veux pas plaire à Ahl Bayt. Si tu ne fais pas ça,
Donc, tu n'es pas des nôtres. Tu ne mérites pas le paradis. Et c'est réellement préjudiciable. Le problème, c'est voilà, l'omerta. C'est une femme qui fait ça ne va jamais aller raconter. Ne va pas se plaindre. À la limite, on va lui dire, tu mens, tu es une folle. Mais quand même, en Orient, c'est bien connu. Maintenant, sur certains sites internet, sur certaines pages internet, on parle de ça. Mais réellement, sujet jamais personnalisé, parce que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible. Et si jamais on trouve des femmes dans cette détresse, parce qu'on peut tomber dans le piège facilement, quand on est tenté, des fois sous le poids de besoins matériels, d'autres fois, comme ça, on est attiré par des slogans, ou alors on est attiré par cette promesse de paradis. C'est l'imposture. C'est l'imposture. Quand on est fragile, on peut succomber. C'est très facile. Et donc, il faut venir à l'aide de ces victimes-là. Et là, vraiment, si on parle de l'esclavage blanc, hein, actuellement on parle d'esclavage blanc, surtout pour parler des femmes qui viennent de l'Europe de l'Est. Hein. On n'a jamais su que il y a de l'esclavage basané aussi. Donc, pourtant, c'est le plus dangereux. Ce type d'esclavage est dangereux et il faut le combattre. Et là, il faut la meilleure façon, la seule façon d'ailleurs, hein, parce que c'est un cancer qui a gagné tout, partout. Il a gagné partout. Presque toutes les familles sont touchées maintenant. Parce que ça pénètre du côté le plus faible de l'être humain. L'homme est tenté par ça, la femme aussi, quand elle trouve tout ça légitimé, elle peut tomber facilement, comme proie facile. Et voilà, il n'y a pas plus facile que ça. C'est comme si on met le feu, pas dans l'huile, mais dans l'essence. C'est ce qui se passe. C'est ce qui fait que, voilà, dans toutes les familles, maintenant, on a ce problème. Sans exception, bien sûr. Pardon, on découvre, on fait des découvertes, par hasard. C'est que par hasard qu'on découvre des fois des femmes qui tombent malades et qui vont raconter ça à leur psy, par exemple. C'est comme ça qu'on a pu reconnaître des cas. Et ça reste toujours dans le domaine du secret médical. Mais ce phénomène continue toujours actuellement? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ce n'est pas visible à cause de taqiyya. Ça ne doit pas être visible. Surtout quand ça touche ce côté-là. Et la femme est la première à être secrète et donc elle n'a pas du tout intérêt à se faire connaître. Bien sûr, en Europe, c'est plus facile parce que les relations sont hors contrôle, tout ça. Mais même dans les pays du Maghreb, par exemple, là où le contrôle parental a commencé à fléchir, là aussi, on a une recrudescence de ce phénomène d'une façon terrible. Il y a des prédicateurs qui font ça d'une façon très déclarée. J'ai pris au flagrant délit certains d'entre eux. Et donc, ils propagent cette idée-là. Si vous ne faites pas ça, vous n'aimez pas Ahl-Bayt. Mais c'est le machiavélisme auquel Machiavel lui-même n'a pas pensé. C'est un enfant de cœur, Machiavel. Hein? Si on le compare avec ces réfusistes des derniers temps. Voilà, donc pour le chiisme contemporain, j'espère que
tout le monde va pouvoir mieux voir, voir plus clair, disons. Alors, de l'autre côté, ce qui est vraiment aussi grave, c'est que les choses ont évolué d'une manière similaire. On est pas là des 40 minutes. 40 minutes. On fait une pause de 2-3 minutes, on reprend pour voir le côté sunnite de tout cela. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ونغفر لكم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.